Bonjour et bienvenue sur Monde d'après, le site qui est la version dématérialisée du festival Colère du présent, qui se tient habituellement tous les ans à Arras le 1er mai. Le confinement n'empêche pas la littérature, les éditeurs et les penseurs de continuer à faire ce qu'ils font de mieux. Donc, contre mauvaise fortune, bon cœur, en direct de nos chambres et de nos bureaux, euh, on accueille pour ce rendez-vous Virginie Simagnac, qui est la fondatrice, l'animatrice des éditions Le Ver à Soie. Et là, on peut même plus parler de couteau suisse tellement ta palette d'expérience et de travail est vaste. On va plutôt parler de femme orchestre, je pense. Alors Virginie, on va revenir sur la maison d'édition et il me faut signaler aussi que tu as retranscrit une grande partie de ton expérience dans un livre qui est paru à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Barnum et qui a été édité aux éditions Signé Balise. Donc on aura l'occasion de revenir sur le fameux Barnum au fur et à mesure. Euh, Merci d'être là avec nous, Virginie, déjà. Ben, merci à toi, Julien, de me céder la parole. Oui, c'est très bien de vous voir alors qu'on était censé être ensemble dans un festival et de se croiser, de pouvoir boire ensemble. Et là, bon, ben, on est obligé de se parler comme ça, mais je pense qu'on va y arriver. Alors, ben, ouais, c'est bien que tu évoques ça parce que finalement, la question de la convivialité dans les échanges éditoriaux et littéraires, c'est quelque chose dont tu as fait un peu ton cheval de bataille en tant qu'éditrice. Et alors que on a souvent une vision très, comment dire, caricaturale de l'éditeur derrière son grand bureau à boire du champagne avec des C'est ça. auteurs, ce qui finalement est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Toi, tu as encore une manière un peu plus radicale de travailler, on va dire, et qui est très, très en participation avec le lectorat et le public. Alors, avant qu'on aborde cet aspect de ton activité, est-ce que tu pourrais revenir sur la création du verre à soie, la manière dont la maison s'est créée, ton parcours professionnel? Alors, c'est un parcours un petit peu compliqué parce que j'ai jamais trop avancé en ligne droite dans ma vie. Je ne sais pas faire ça apparemment. J'étais partie plutôt pour être chercheuse, enseignante-chercheuse. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle de très, très hautes études en sciences humaines et sociales. Et puis, j'ai eu un accès direct à Pôle emploi pendant des années. Et voilà, j'ai passé une partie de ma vie, malheureusement, à déforester une bonne partie de la forêt amazonienne pour essayer d'avoir un poste en envoyant des dossiers énormes donc dans les institutions et ça n'a pas fonctionné. Donc pendant 13 ans, voilà, j'ai été dans un monde qui est un monde à la fois passionnant et très dur, mais dans lequel moi je n'ai pas pu prospérer. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression toujours de bêcher une terre gelée. En fait, hein. Plus je demandais à être intégrée, plus on me rejetait. Donc du coup, enfin, voilà, ça a été une période de ma vie assez difficile, en même temps pleine d'enseignements, bien sûr, parce que je pense avoir une excellente formation par ailleurs qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, à un moment donné, il a fallu décider de rompre avec ce monde-là, en fait. C'était presque une question de vie ou de mort au sens où voilà, ces gens me tuaient littéralement. Donc, j'ai décidé de faire autre chose, de plonger. Je me suis posé la question de savoir ce que je savais faire. Je ne savais pas faire grand-chose, en fait, à part, oui, chercher pour les autres, écrire, peut-être lire. Euh, et je me suis dit que je pouvais peut-être monter une maison d'édition. Il se trouve qu'à ce moment-là, ma maman est décédée. Et donc, comme je dis toujours, elle m'a laissé beaucoup trop pour acheter une machine à laver, en fait, et pas du tout assez pour acheter une voiture. Donc, comme je sais qu'elle aurait aimé que j'ai un métier, que je puisse aussi m'émanciper, être autonome, m'épanouir, voilà, je me suis dit, bah, j'allais lui rendre hommage en fait en créant quelque chose qui à la fois me ressemble et qui pouvait, oui, enfin voilà, possiblement, même a posteriori, régler un problème aussi pour elle. Et donc, j'ai décidé de fonder le verre à soie. Donc, j'ai plongé. Et C'est arrivé voilà, et ça en donne ce que ça donne 2013. aujourd'hui. J'ai très, voilà. C'est arrivé en 2013, je crois, pour le verre à C'est soie, la ça. maison. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à y penser vraiment en 2011. Et il a fallu quand même 2 ans de gestation pour y parvenir. Parce qu'en fait, ça a été très long parce que je n'avais pas de capital, en fait, ou très, très peu. Donc, bien évidemment, plus je connaissais une partie de l'édition, parce qu'en recherche, on travaille quand même beaucoup sur des contenus, on traduit, on a affaire à des éditeurs. Donc, je voyais une petite partie de la fabrication. Je ne voyais pas du tout toute la chaîne de fabrication, ce que ça suppose, plus
la partie commercialisation. Donc tout ça, il a fallu que je l'apprenne, que j'y pense, que je réfléchisse à tout ça, que j'essaye de construire un dispositif, ce qui est très très long quand on est une femme sans capital aujourd'hui en France. Si j'avais eu, je ne sais pas moi, 200 000 euros, peut-être que ce serait passé autrement, mais ce n'était pas du tout le cas. Et donc, j'ai avancé petit à petit. Et en 2013, effectivement, le premier livre du Ver à soie a paru. Et c'était Mahmoud Anguimaté. Voilà, 25 mars 2013. Alors, je t'ai proposé de parler de ton expérience professionnelle antérieure, parce que je pense qu'effectivement, ça infuse pas mal dans le catalogue du Ver à soie. Peut-être préciser que toi, ton champ de recherche, ou du moins géographique, c'était la Biélorussie. Et je crois que c'était des études notamment sur le théâtre biélorusse. Alors, en fait, j'ai fait deux. Enfin, je suis enfin, c'était tout le problème d'ailleurs. J'étais entre plusieurs disciplines. J'étais à la fois en études slaves parce que enfin, voilà, j'étais obligée de manier des langues comme le biélorussien et le russe. J'étais en études théâtrales lorsque j'ai écrit ma première thèse, puisque c'était une thèse d'études théâtrales. Et j'étais aussi en histoire parce que j'étais historienne du théâtre. Donc voilà. Et après, j'ai écrit une seconde thèse. Je fais jamais rien à moitié. Et puis quand j'ai une idée dans la tête, je vais un peu jusqu'au bout malheureusement. J'ai tendance même à persister quand ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai écrit une seconde thèse sur l'instrumentalisation politique des langues dans ces régions, ce qui me changeait encore un petit peu de discipline. J'étais plus en épistémologie comparée des discours, comme discours, tout simplement, et notamment sur les langues. Et c'était absolument passionnant. Hein. Moi, enfin, voilà, c'était ma vie. Enfin, c'est là que j'excelle, je pense, pas dans l'édition, mais surtout à ces endroits-là. Sauf que je ne peux pas travailler dans ces disciplines et dans ces domaines. Donc, voilà, j'essaye de… Comment dire, j'ai eu quand même pendant ces 20 années pendant lesquelles j'ai travaillé, crapahuté sur ces terrains d'Europe de l'Est, à rencontrer des chercheurs, des gens de théâtre, des écrivains, toute une catégorie de personnes qui étaient dans la création en fait à l'époque. Hein. En fait, je me suis rendu compte que ça constituait mon seul capital, c'était ce réseau. Et ce réseau, bien évidemment, il ressurgit aujourd'hui des maisons d'édition dans le catalogue, puisque ce sont des gens que j'ai croisés au fur et à mesure de ma vie antérieure, effectivement, qui souvent sont là avec moi et me proposent de voir ce qui se passe à cet endroit. Tout à fait. Ah, on a eu un petit saut de connexion, pas très grave. Bon, c'est les aléas de ce type d'exercice, on Oui, va dire. on a eu une petite coupe. Et je voulais revenir, donc tu dis que le premier livre que tu as publié, alors parmi les raisons qui poussent certains éditeurs à se lancer dans le métier, il y a la découverte d'un texte, d'un auteur, de quelque chose comme ça, comme d'une volonté de défendre quelque chose dont ils se sentent les seuls capables de faire ça. Donc là, tu parlais du livre de Anguille Maté, Mamou. Est-ce que c'est ce livre-là qui t'a déterminé, ou c'est une fois que tu as mis en place ton projet, ce livre-là qui t'est tombé dessus comme une évidence? Ou comment ça s'est passé en fait? Oui, ça m'est plutôt tombé dessus parce que j'étais en train de créer cette maison. Je me posais plein de questions et tout d'un coup, la traductrice arrive avec ce texte traduit enfin, du hongrois. Et ce texte me renverse parce que c'est un texte qui correspond évidemment beaucoup à mes préoccupations, mais qui peut rentrer dans une ligne éditoriale que je suis en train de mettre en place, laquelle ligne éditoriale concerne, enfin dans ma tête à l'époque, c'est comme ça que je la voyais, le mouvement, le déplacement, le décentrement, tout ce qui peut concerner aussi la manière dont on crée de l'exclusion, dont on crée de l'exil, mais aussi la manière dont on aborde la résilience par le mouvement. Et donc, je suis en train de travailler sur cette ligne éditoriale, à me demander effectivement quel pourrait être un premier programme de publication. Et Mamou arrive. Et Mamou, c'est un texte qui a l'air tout petit comme ça. C'est vraiment le type de texte qui, a priori, même en termes de format, ne paie absolument pas de mine, sauf que ce texte a été primé en Roumanie. Et ce texte, en fait, c'est une femme qui décide de raconter l'histoire de son enfance avec sa grand-mère. Alors, quand je dis ça, je dis tout et je dis rien. Mais cette enfance, en fait, elle ne la raconte pas avec sa voix d'adulte. Elle va la raconter avec sa voix d'enfant. Et en fait,
elle fait parler l'enfant, elle reconstitue le langage de l'enfant et on entre dans une prose poétique pure qui, à mon sens, est absolument magnifique. On est du côté de la petite fille et non pas du côté de l'adulte qui regarde la petite fille. Et donc, cette petite fille parle de son décentrement, justement, vis-à-vis du monde des adultes. Et j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit qu'effectivement, pour une pierre fondamentale au catalogue, ça serait parfait. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de la vision caricaturale qu'on peut avoir de l'éditeur derrière son grand bureau. De fait, être éditeur, qui plus est indépendant, c'est pratiquer une multitude de métiers en un. Et donc, il y a la question du texte, bien évidemment, qui est là, mais il y a aussi la question d'être éditeur, ça n'est pas seulement travailler quelque chose d'immatériel, c'est travailler un objet physique. Et à ce propos, je voulais que tu nous parles de tes choix, parce que les couvertures du verre à soie sont très reconnaissables. Il y a un graphisme très identifié, avec énormément de couleurs, et puis un travail avec des illustrateurs aussi, et puis des papiers particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'objet matériel? Alors en fait, l'objet matériel, enfin, très très tôt, je me suis entourée de personnes qui effectivement déjà avaient une sensibilité graphique forte. Et j'en avais envie, j'avais vraiment envie de travailler sur le visuel. Je suis très sensible à la peinture. C'est dans l'histoire de ma famille, c'est un domaine important qui est très valorisé. Moi, je suis un petit peu la ratée de la famille dans le domaine, mais du coup, j'avais vraiment envie aussi de sentir la patte du dessinateur, de l'illustrateur dans le livre. Vraiment qu'il fasse partie du processus de fabrication et de publication. Ça me paraissait très important. Et effectivement, pas seulement pour donner une identité visuelle à la maison, comme on pourrait se dire, voilà, chaque éditeur doit avoir son identité visuelle. C'est vrai que c'est un des points importants auxquels je réfléchissais, mais aussi parce que ça nous amène ailleurs. On est en double support. Il y a un aspect absolument émotionnel aussi, avoir un dessin, des couleurs. Et ça, j'aime beaucoup aussi que le livre en tant qu'objet puisse s'adresser aussi aux émotions du lecteur dès la vue de la couverture, donner un ton par le dessin, le graphisme. Et j'ai commencé à travailler avec Olivia Grenet, qui est la graphiste du verre à soie depuis le début. Et on a commencé à se poser la question de savoir qu'est-ce que serait la charte graphique du verre à soie. Et je lui avais donné plusieurs mots. Je lui avais donné le mot, par exemple, luminosité, féminité, enfance, ludique, jeu. Et en fait, voilà, ça a donné ça. Et j'ai rien eu à dire en fait. Olivia m'a présenté cette charte qu'on suit depuis le début et qui est effectivement maintenant assez reconnaissable. Et ensuite, il y a eu le travail avec l'imprimeur parce que là, c'était passionnant aussi de comprendre quel type de papier on allait choisir. Moi, j'avais envie de papier de création, ça me paraissait important, de papier qui puisse être à la fois peut-être un peu boisé sur la couverture, mais très doux à l'intérieur. Et voilà, et la réunion de toutes ces compétences, Olivia, Jean-François Reynaud à l'époque, qui était l'imprimeur avec lequel je commençais à travailler, ben voilà, ça a donné cet objet. Et depuis, j'essaye de le faire perdurer en l'état, voilà, avec les mêmes principes. Un des premiers livres que tu as publié, c'est Le dernier bateau pour Yokohama, de Michel Wassermann et Nasrin Azimi. Ce livre, en fait, ça raconte deux destins liés, on va dire, à la Seconde Guerre mondiale, celui d'un pianiste virtuose qui s'appelle Léo Sirota et de sa fille Beate, qui ont un lien très particulier avec le Japon. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce livre? Et puis je voudrais qu'on parle surtout de la figure de Beate Sirota, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça pourrait être une porte d'entrée pour ton catalogue sur un certain nombre de thématiques. Bien sûr, Beate Sirota, c'est une femme que j'aurais vraiment souhaité rencontrer. Elle avait une démarche que je trouve, moi, extraordinaire, qui consiste à faire le lien, à créer des ponts, en fait, entre ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a fait entre le Japon et l'Occident. C'est une histoire extraordinaire, Le dernier bateau pour Yokohama, parce Une que histoire c'est vraie, hein. l'histoire d'une... Oui, c'est une histoire vraie, absolument. Là, on n'est plus du tout dans la fiction. C'est plus une écriture de type documentaire et très documentée sur l'histoire d'une famille, la famille Sirota. Et le père de Beate était compositeur de piano. Et en fait, il a été suffisamment célèbre dans les années 30
pour être invité par le gouvernement japonais à fonder l'école de pianistique du Japon. Et alors, il se trouve que toute la famille part au Japon. Sauf que c'est la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale arrive et du coup, ils sont bloqués au Japon. Ils peuvent plus, voilà. Et le Japon est quand même allié à l'Allemagne nazie. Et lui ne va pas vouloir que sa fille aille à l'école allemande du Japon. Alors, il va tout faire pour l'envoyer étudier aux États-Unis. Et lui, il va l'accompagner aux États-Unis et sur le retour, il prend le dernier bateau pour Yokohama, puisque après le départ de ce bateau, c'est Pearl Harbor. Toutes les relations vont être coupées entre les États-Unis et le Japon, la famille va être séparée. Et elle, quelques temps plus tard, enfin quelques années plus tard, elle va entendre parler des États-Unis, de Nagasaki, d'Hiroshima. Et elle sait que ses parents sont au Japon et elle fait des pieds et des mains pour retourner au Japon et il est impossible de le faire. Et elle va trouver la solution extraordinaire. Elle va réussir à s'incruster en tant qu'interprète de japonais dans le staff de MacArthur. Et elle va partir avec MacArthur au Japon. Elle est la seule femme du groupe de militaires qui, à ce moment-là, part au Japon avec MacArthur. Et MacArthur va lui dire, bah, écoutez, vous êtes une femme, vous allez nous écrire la partie de la constitution japonaise sur le droit des femmes. Et elle, au lieu de dire, bah, écoutez, non, excusez-moi, j'ai 22 ans, je ne vais pas savoir, j'ai jamais fait ça, elle dit, OK. Elle le fait. Et tout en retrouvant ses parents, enfin, c'est une histoire absolument rocambolesque, elle écrit le fameux article 24 de la Constitution pacifique qui émancipe au moins en droit sur le papier toutes les femmes du Japon. Alors, c'est un exploit extraordinaire, surtout pour l'époque, pour une femme à l'époque. Alors, pendant des années, on ne va pas pouvoir dire que c'est elle qui a fait ça, parce que c'est secret défense. Il ne faut pas dire non plus que les États-Unis écrivent la Constitution japonaise. Enfin, c'est un exploit hors du commun. Il y a des gens qui vont, je ne sais pas moi, grimper sur des monts, traverser des océans. Non, elle rend plus libre des millions de femmes. Voilà. Et effectivement, on est complètement dans la ligne éditoriale du Verso. C'est qu'est-ce qu'on crée par le mouvement. Voilà. Alors Mais voilà, je voulais y revenir, mais enfin, moi je vois trois fils en fait qui partent de ce livre et qui se retrouvent dans le reste du catalogue. Donc la question de la mémoire et du mouvement, ça, elle est très claire et tu l'as bien explicité là. Il y a aussi, c'est un catalogue qui laisse la part belle aux femmes en tant qu'éditrice bien évidemment, mais aussi en tant qu'autrice ou en tant que personnage. C'est une volonté affirmée, ça, de laisser de la place et de la parole aux femmes dans ton catalogue, ou c'est quelque chose qui s'est constitué selon une sensibilité progressivement? En fait, ça se fait tout à fait naturellement. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement, pensé, théorisé au départ. Mais dans les faits, oui, ça se fait comme ça. Il y a des hommes, hein, au catalogue du verre à soie. Il n'y a pas que des femmes, bien sûr. Pas question d'avoir une position exclusive, sur cette question. Mais, oui, dans les faits, beaucoup de femmes aussi, viennent vers moi. Je pense aussi pour des questions, plus vaste que la simple écriture ou que la simple volonté de valoriser tel ou tel personnage de femme. Je crois que nous sommes dans des conditions où la précarité est du côté des femmes et effectivement, dans les faits, quand on travaille tous les jours, voilà, moi je suis une femme éditrice, j'ai autour de moi des autrices, des gens qui veulent aussi parler de ces conditions des femmes aujourd'hui et j'y suis sensible et lorsque ça rentre dans ma ligne éditoriale, je ne vois pas pourquoi je me passerais effectivement d'éditer sur cette question. Ouais, ouais, ouais. Alors sur cette question, justement, dans ton livre Témoignage Barnum, il y a énormément de place laissée à cela, avec des considérations assez sidérantes, ma foi, sur les embûches que tu as eu à surmonter en tant qu'éditrice. Mm. Je vais plutôt botter en touche comme l'entretien est en temps limité et inviter les lecteurs et lectrices à se référer à ton bouquin, parce que c'est vraiment très parlant et c'est dit avec énormément de drôlerie, je trouve, alors que le constat est déplorable. Euh, un autre fil qu'on peut tirer, euh, tu me parlais lors d'une précédente conversation de cette. Alors, il y a une littérature qui est en train d'exploser en France depuis quelques années, c'est la littérature qu'on dit de non-fiction et qui est extrêmement représentée maintenant dans son courant américain. Toi, de par tes objets d'intérêt, tu as été confronté à une autre littérature de non-fiction qui est plus une littérature de non-fiction russophone. Alors, le premier nom qui vient à l'esprit comme ça pour le béotien, c'est Svetlana Alexievitch.
bien sûr. Il y en a probablement d'autres, mais c'est quelque chose que tu as mis aussi dans ton catalogue et notamment avec une publication récente. Est-ce que tu peux nous parler Oui. de ce courant et de comment il s'exprime, notamment par ta dernière publication? Alors c'est un courant littéraire et pas seulement littéraire, c'est ça qu'il faut voir dès qu'on parle d'Union soviétique ou de Russie ou de cette zone de l'Est de l'Europe. En fait, c'est un genre qui a été développé très, très, de façon très théorisée en fait, par toute une génération qu'on appelle la génération des soixantards là-bas, hein. En fait, ce sont ces gens qui ont fait aussi 68 à leur manière en Union soviétique. Ce sont des gens qui se sont positionnés, quel que soit le secteur de création, qu'il s'agisse de peinture, de littérature, de cinéma. Ce sont des gens qui se sont positionnés pour la subjectivité en littérature. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ça avait une dimension politique extrêmement forte. À l'époque, il s'agissait de s'opposer à ce qu'on appelait la littérature de propagande soviétique, où tout était beau, tout était bien propre, rien ne dépassait. On avait des personnages cadrés et formatés qui étaient censés représenter les héros du moment. Et une manière que les gens ont trouvé de combattre ça, et c'était une façon aussi pour eux de combattre la propagande du système, c'était de se repositionner eux-mêmes au centre de l'action en disant tout simplement je. Voilà. Et on a par exemple toute une vague de développement du documentaire en URSS qui est hors pair de ce point de vue. Il y a effectivement Svetlana Alexievitch qui est comment dire, une disciple d'un monsieur qui s'appelait Ales Adamovitch et qui a lancé ce genre en littérature et notamment entre Moscou et Minsk, voilà, et qui a donné ces gens ont donné à l'époque parce que ça ébranlait en fait le discours officiel sur l'histoire. Et donc ils renouaient avec leur histoire en racontant par exemple des choses, en allant en fait chercher des témoignages. Ils parcouraient les campagnes, ils allaient poser des questions aux gens et les gens tout d'un coup parlaient d'eux et on pouvait s'identifier en fait soudain au discours. Et ça c'était très important. Et alors Svetlana bien sûr est très connue pour ça. Elle a eu un prix Nobel d'ailleurs, c'est pas rien. Moi, je l'ai côtoyée notamment sur un texte qui a été la prière de Tchernobyl. On a beaucoup travaillé ensemble à l'époque avec Bruno Boussagol à mettre en scène ce texte. Donc, c'est pour ça que je suis aussi au fait de cette histoire du récit de non-fiction. Et effectivement, j'ai voulu au catalogue qu'il y en ait parce que ça me paraît très important, y compris politiquement en fait, hein, cette façon d'écrire en donnant la parole aux gens et en créant finalement des romans de type polyphonique où plusieurs voix vont se croiser et vont pouvoir éclairer de manière différente une même situation. Et Et au et catalogue, là vient d'entrer Lettres de ma mémoire de Anna Krasna-Piorka, qui était en fait, qui a été le seul livre connu du temps de l'URSS sur les conditions de vie au quotidien dans le ghetto de Minsk entre 1941 et 1943. Donc c'est un texte qui a eu un impact phénoménal en Union soviétique à l'époque de sa sortie, donc en 1984, même s'il avait été écrit dans les années 70, hein, il a fallu énormément de temps pour qu'il paraisse. Et c'est une fierté aujourd'hui d'avoir pu traduire du biélorussien, le seul texte dans cette langue connue du temps de l'URSS sur la question, et qui nous parle de l'histoire de l'Europe voilà, de façon très crue. Mais bon, c'est une histoire qu'on connaît peu. On connaît très très peu ce qui s'est passé à l'Est. Minsk, on n'en entend pas parler parmi les grands ghettos, hein, c'est quand même le quatrième d'Europe voilà, en termes de quantité de morts. Donc voilà, on est à un endroit où on est au cœur de l'histoire sanglante de l'Europe du XXe siècle, mais dit avec des voix humaines et à hauteur d'homme. Voilà, c'est ça qui m'importait. Mm. donc effectivement, le livre était disponible à partir du 20 mars 2020, donc quelques jours après le confinement. Donc on pourra le retrouver très rapidement une fois que le Après. confinement sera terminé. Voilà, ça fait partie des livres à ne pas oublier. Euh, on fera un petit topo sous cette vidéo d'un certain nombre de livres pour rentrer dans le verre à soie, dans le catalogue du verre à soie pour que vous puissiez vous y retrouver. Ceux dont on a parlé, on a eu l'occasion de parler, et puis ceux dont on n'a pas eu l'occasion de parler. C'est toujours le problème de ces exercices en temps limité. Mais je relève une formule que tu as utilisée pour parler de cette génération des 60 arts.
tu disais qu'il se repositionnait au centre de l'action. Alors je pense qu'il est Mmh. temps de parler de ton Barnum, justement, et comment toi-même tu t'es Oui. repositionné au centre de l'action. Puisque donc tu as choisi de, faire découvrir tes livres au lectorat d'une manière qui est, très singulière. Je vais pas dire qui est unique parce que certains libraires pratiquent ce genre de méthode maintenant, mais pour des éditeurs, c'est infiniment plus rare. Mmh. Et Est-ce que pourtant, ça existe. Enfin, je suis certainement pas la seule à le faire, en fait, hein. Il y a même des gens qui le font depuis très longtemps. Enfin, j'ai entendu comme ça parler d'expériences diverses, parce que c'est une véritable posture, effectivement, que d'aller, chercher son lectorat, finalement, en tant qu'éditeur. C'est quelque chose qui n'est pas très admis, parmi nos représentations, on va dire, habituelles de la chaîne dite du livre, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de ça pour une raison très concrète, c'est que je suis partie du principe aussi que personne ne m'attendait. Et donc, personne ne me connaissait. Et je me suis dit: «Si je vais faire des mises en place en librairie alors que personne ne connaît le verre à soie, personne n'en a jamais entendu parler, je n'ai pas avec moi, une machine de communication, je ne sais pas comme Gallimard où toutes les 20 minutes, il y a une pub sur France Inter ou France Culture pour un livre, Gallimard par exemple. Donc j'ai pas cette machine-là, de guerre, avec moi. Donc la solution, en fait, c'est de créer ce lectorat et c'est mon job aussi en tant qu'éditrice. C'est-à-dire que je conçois aussi mon métier comme ça. Pour moi, ça fait partie du pack. Il faut que, si moi je ne le fais pas, je vois pas comment. Enfin, je dois donner l'exemple d'une part, et je me dois moi aussi de valoriser les auteurs que j'ai choisi de valoriser. Donc effectivement, je vais sur le terrain beaucoup et je présente ce que je fais aux lecteurs et j'essaye de les créer en tant que lecteur et de les fidéliser comme tels. Donc voilà. donc en Et en c'est très long. l'occurrence, tu vas sur les marchés, notamment un marché dans le sud de la France. Heu Mm. et je voulais juste reprendre un passage de Barnum, qui pour moi est Oui. très, est très fort. Donc à la question, quelqu'un qui te dit, «Quoi, tu y retournes? Mais c'est dur, de faire les marchés», ta réflexion c'est, «Un peu que c'est dur et un peu que j'y retourne, car depuis 2 ans, je teste des tas de choses, beaucoup fonctionnent, d'autres non. Cela ne signifie pas que ce qui ne fonctionne pas au verre à soie ne peut pas fonctionner pour d'autres, mais ce qui fonctionne pour d'autres ne fonctionne pas toujours dans la microéconomie qui est la mienne et qui nécessite d'être quasi constamment sur le terrain.» Et là, c'est très intéressant. Quel terrain? Partout où il y a des lecteurs potentiels, c'est le terrain. Et si j'ai bien appris la leçon, le monde se divise en deux, ceux qui savent qu'ils sont des lecteurs potentiels et ceux qui ne le savent pas encore. Un grand merci à Léon de m'accueillir de nouveau cette année. Ça, moi, je trouve que c'est hyper important et c'est ce que tu commençais Mhm. à dire. Tu voudrais dire qu'il en est de la responsabilité de l'éditeur aussi d'aller faire un travail auprès du lecteur pour lui dire que le livre est quelque chose d'accessible, le livre est quelque chose qu'il ne pense peut-être pas pour lui, mais c'est une impression trompeuse. Mhm. C'est-à-dire que, encore une fois, ça fait peut-être référence aussi à ma vie d'avant, au sens où j'ai été autrice aussi, hein. Donc, j'ai moi aussi eu des éditeurs, et, voilà. Et j'ai toujours été un peu déçue à l'époque, hein, par la manière, sauf un, les matins, qui ont fait un travail extraordinaire autour d'un texte j'ai publié avec Jean-Charles Lallemand, mais excepté cet éditeur-là à l'époque, très peu ont fait justement ce geste d'aller vers les lecteurs et de valoriser l'écriture. Alors moi, je vais être ce genre d'éditrice en fait. J'ai envie que mes auteurs sachent que voilà, je mouille ma chemise pour eux. C'est très important pour moi. Ça fait partie de mes responsabilités, d'autant que je suis garante du droit d'auteur. C'est-à-dire que on ne me donne pas simplement un texte, on me donne le droit finalement, c'est une autorisation que l'auteur me donne de l'exploiter. Et bien évidemment, il me la donne contre contrepartie. Et j'ai un devoir, entre guillemets, c'est moi qui me l'impose, hein, on ne me le dit pas, mais moi, je pense avoir le devoir d'aller au maximum chercher ces lecteurs pour eux. Alors, ça ne marche pas toujours, tout le monde n'est pas intéressé par tout, mais au moins, je fais cet effort et voilà, je me verrais pas faire autrement, en fait. À quoi ça servirait que, je ne sais pas, les livres restent dans des cartons ou, enfin, pourquoi publier les gens dans ces cas-là? Donc, j'ai aussi ce besoin d'être avec eux et de leur montrer que voilà, je fais l'effort. Ça, c'est important. Ouais.
Et cette pratique d'aller vendre tes livres sur les marchés, alors c'est pareil, il y a des scènes géniales dans Barnum où tu rencontres le bonimenteur, et donc tu décortiques les techniques et tout ça. Bien évidemment, sur la manière de vendre et de défendre les livres, ça change des choses, mais est-ce que ça change des choses aussi dans ta manière d'éditer? Est-ce que ça t'a fait Bien concevoir sûr. tes projets différemment et qu'est-ce que ça a changé par rapport à ce que tu avais, envisagé au début? Mais tout d'un coup, je me suis retrouvée, au cœur de l'économie, en fait. C'est-à-dire qu'un marché, il y a rien de tel, hein. Je faisais des études de marché au sens propre, en fait. À chaque fois que je posais un livre sur l'étal, je pouvais faire cette étude de marché en concrètement, physiquement, tout de suite. C'était assez extraordinaire et surtout, ce qui, pour moi, est très important, c'est que j'ai pu me comparer. Comparer ma pratique à celle du façonneur de cuir, à celle du vendeur de salade, à celle du vendeur de foie gras, des petits producteurs, des artisans, des gens qui font de la revente aussi, hein, qui vont partir, par exemple, je ne sais pas moi, en Thaïlande, acheter des bouts de tissu qui sont des robes d'été, en fait, et qu'ils l'ont acheté à, je sais pas, moins de 2 euros et ils vont les revendre à 10, 15, 20, 30 euros. Enfin, voilà, il y a tout ça sur un marché, en fait. Et tout d'un coup, j'étais au cœur de tout ça avec des gens qui fabriquent eux-mêmes aussi des choses, d'autres qui vont effectivement acheter des choses qu'ils vont revendre. Et j'ai beaucoup appris, beaucoup appris au contact de ces gens sur mon métier finalement. C'est-à-dire à me positionner aussi moi en tant que productrice, c'est très important. Et du coup, penser l'objet aussi pour les gens, pas de façon abstraite. Les gens, je les entendais, hein, qu'est-ce qu'ils aiment en littérature, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils supportent, qu'est-ce qu'ils ne supportent pas. Et ça m'a permis aussi de créer des petits objets qui sont les poèmes à planter, qui sont des objets que j'ai créés typiquement pour ces étals de marché au départ, puisque voilà, j'avais envie aussi, moi, ça m'a donné envie de fabriquer, ça m'a envie de donner envie de voilà, toucher moi aussi les choses, effectivement, c'est devenu beaucoup plus concret et proche des autres et cette comparaison avec les autres producteurs, avec les autres artisans, je trouve qu'aujourd'hui elle est essentielle parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes, quel que soit le secteur. À partir du moment où on est producteur, on rentre dans les mêmes logiques et réfléchir ensemble avec d'autres gens qui ne sont pas du même secteur, c'est très important en fait. Voilà, ça m'a permis moi de trouver des solutions, de m'en sortir à certains moments, d'être, voilà, me sentir, active, voilà, prendre la main vraiment sur les choses. Voilà, Mmh. c'est mmh. On va arriver au bout du temps imparti. Avant de terminer, Virginie, est-ce qu'il y a un texte dont tu veux vraiment faire part au lecteur? Alors, c'est toujours compliqué de demander à un éditeur un texte, mais est-ce qu'il y en a un que tu voudrais vraiment évoquer, pas forcément le plus important, on va dire, mais celui qui te vient à l'esprit et pour lequel tu ressens un désir de t'exprimer? Heu, alors, quand je choisis un texte, je le choisis vraiment avec parcimonie, hein, donc ce que je vais dire là, c'est pas parce que, voilà, il serait, meilleur ou pas que d'autres, à mes yeux. Mais il y a un texte très important au catalogue qui est Une île en hiver de Sonia Ristich. Parce que c'est un texte absolument singulier à mes yeux, hein, toujours. C'est un texte magnifique sur la paix. Sonia nous offre un livre de consolation. C'est un livre qui est complètement unique dans sa production. Je crois qu'elle a dû le présenter à 90 éditeurs ou 99 éditeurs et puis elle a toujours eu des refus. Il a enfin été publié. C'est un texte qui a une histoire absolument rocambolesque, mais que moi je trouve magnifique parce que c'est un véritable parcours initiatique. Et comme on en parle là justement, enfin voilà, moi je suis encore dans un parcours initiatique pour moi-même aussi, hein. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu à la Garcia Marquez, comme ça on a une ambiance absolument merveilleuse et c'est un texte, on en ressort consolé, apaisé. Et voilà, alors en ces temps difficiles, s'il y a un texte qui peut en aider d'autres, d'autres personnes, peut-être Une île en hiver de Sonia Ristich, on s'apaise et on est dans une écriture voilà, de la paix. Elle écrit sur la paix, c'est formidable. Voilà. Ben voilà, ça fera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Virginie. On te retrouve, sur les marchés, dès que possible. On Dès que retrouve les possible, livres oui. on retrouve les livres du Verre à soie qui sont, commandables, en librairie ou directement auprès de toi sur, le site internet si mon souvenir est bon et bon courage à toi pour la suite.
Bah, merci Julien et puis j'espère qu'effectivement on aura l'occasion de se croiser enfin, dans ce festival qui devait avoir lieu mais qui nous est, retiré pour l'instant, mais à l'année prochaine alors j'espère. C'est un rendez-vous. Voilà.